Bienvenue sur Noah, place à 20h, le rattrapage ou comment redécouvrir l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Une invitée pour nous accompagner pendant cette demi-heure d'information. Il s'agit ce soir de Natalia Richardson. Bonsoir. Vous êtes juriste spécialisée dans la réglementation internationale à la CCI de la Nouvelle-Aquitaine et vous êtes particulièrement sollicitée en ce moment autour de la question du Brexit. Une image pour débuter cette émission, celle des parlementaires britanniques appelés à se prononcer cette semaine sur l'accord de sortie négocié avec l'Union européenne. Dernier épisode en date, un report a été voté hier. Les Britanniques ne parlent plus du 29 mars mais du 30 juin pour leur sortie de l'Union européenne. Le feuilleton donc continue. Natalia Richardson, percevez-vous une fébrilité dans le tissu économique en Nouvelle-Aquitaine? Bien entendu, on attend avec beaucoup d'intérêt tous les jours les nouvelles depuis le Royaume-Uni pour savoir qu'est-ce que sera voté. Vous savez qu'il y a eu lieu un vote le 12, ensuite le 13 et dernièrement le 14 mars. Et c'est ensuite, en suivant ce vote de 14 mars, qu'on apprend aujourd'hui qu'on se dirige vers un report de la date du Brexit. Bien entendu, cela génère une fébrilité auprès des entreprises néo-aquitaines parce que les enjeux sont très importants. Il y a beaucoup de commerce avec le Royaume-Uni. Il y a beaucoup de produits néo-aquitains qui vont vers le Royaume-Uni. Avec les conséquences qu'on imagine. On va en parler tout au long de cette émission, mais je vous propose effectivement de découvrir ces inquiétudes nombreuses pour les entreprises qui commercent donc avec le Royaume-Uni. Les conditions encore restent floues. Et vous avez pris, la CCI, mais aussi les douanes, votre bâton de pèlerin et avez fait le tour de la Nouvelle-Aquitaine pour tenter d'apporter des réponses. On vous retrouve donc à Périgueux, en Dordogne. C'était donc cette semaine. Calais et son cortège de camions, le symbole des transactions florissantes entre la France et le Royaume-Uni. Oui, mais pour combien de temps? À la CCI ce matin, le doute planait encore sur les modalités d'échange après Brexit entre les deux pays. Une cinquantaine d'entreprises périgourdines commercent avec le Royaume-Uni. Parmi elles, les Chaux de Saint-Astier. La société y exporte ses produits depuis plus de 20 ans. Des sources d'inquiétude parce que quels vont être les impacts au niveau de notre réseau de distribution, au niveau de nos activités en fait quotidiennes et de notre développement également sur le marché britannique. Principale interrogation des entrepreneurs, les frais de douane imposés par le gouvernement britannique, un flou qui n'aide pas à la bonne marche du commerce. L'incertitude, c'est le plus compliqué pour les entreprises qui justement doivent s'adapter et mettre en œuvre à la fois des formalités dédouanement, mais ça va impliquer leur chaîne logistique, leur chaîne d'approvisionnement, leur expédition, les ressources humaines. Des échanges de marchandises complexifiés et des voyageurs qui devront désormais montrer patte blanche. Ce gérant anglais de gîte est perplexe. Avec le changement de livre, ça peut impacter, ainsi que s'il est nécessaire pour un visa pour visiter la France. Réponse le 29 mars prochain. La région Aquitaine exporte vers le Royaume-Uni chaque année 1,7 milliard d'euros de marchandises. Alors Natalia Richardson, vous menez ces réunions, on vous a vu dans le reportage. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent à l'occasion de ces rencontres? La première question qui arrive à chaque fois, c'est quels seront les droits de douane qui seront applicables à la marchandise qui sera désormais exportée au Royaume-Uni. Parce que pour bien comprendre, pour le moment, il y a le libre-échange effectivement entre la France et le Royaume-Uni et donc les produits exportés pourraient être taxés. Tout à fait. Tout à fait. La première conséquence d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne serait l'installation d'une frontière entre les deux territoires. Et la première conséquence concrète d'un établissement d'une frontière serait l'établissement des contrôles douaniers et l'application des droits de douane. Alors, en cas de hard Brexit, c'est-à-dire une sortie sans accord, est-ce qu'il y a des entreprises néo-aquitaines qui pourraient être mises à mal de par notamment ces taxes à la douane? Alors, on sait maintenant, le 13 mars, le gouvernement britannique a publié une annonce et une liste des produits qui sont envisagés, qui seraient taxés. Et on sait aujourd'hui que 82% des produits qui seraient importés depuis la France, depuis l'Union européenne, plus généralement au Royaume-Uni,
ne seraient pas taxés. Donc il reste 18% des produits à définir. Elles sont définies, ces catégories. Il s'agit des produits carnés, la plupart d'entre elles, des produits textiles et aussi d'automobiles. Ce sont les catégories principales. Alors, parmi les 1,5 milliard de marchandises de la Nouvelle-Aquitaine qui sont vendues chaque année au Royaume-Uni, les vins et cognacs représentent près de 400 millions d'euros. L'enjeu est donc important pour cette filière. Je vous propose d'entendre les inquiétudes des producteurs d'Armagnac particulièrement prisés outre-Manche. Voici l'une des plus belles collections d'Armagnac millésimées qui existent dans le monde. Le nectar gascon est particulièrement apprécié outre-Manche. Avec les États-Unis, la Chine et la Russie, l'Angleterre est le 4e importateur d'eau-de-vie gasconne, environ 200 000 bouteilles chaque année. Londres est une place tournante du vin et des spiritueux dans le monde. Ils sont très actifs, ils ont une belle restauration, ils ont de nombreuses belles caves et de nombreux magasins. Donc c'est une des raisons pour laquelle l'Armagnac est toujours très présent sur le marché anglais. Le Brexit va-t-il assommer les exportations d'Armagnac ? Pour les producteurs, l'Angleterre deviendra un pays tiers comme un autre. Mais ce sont les conditions de négociation de sortie de l'Union européenne qui plongent aujourd'hui l'ensemble des acteurs dans le brouillard. On le voit également dans l'organisation des événements de communication sur le marché anglais, puisqu'on compte participer en juillet prochain à un événement à Londres orienté sur l'univers du cocktail. Et cet événement est complètement en stand-by aujourd'hui. Je pense qu'ils ne savent pas, eux non plus, encore aujourd'hui, comment ils vont répondre à une éventuelle baisse de leur PIB et baisse de leurs entrées fiscales. Et est-ce qu'il faudra les compenser pour des hausses sur les taxes sur les alcools? Ça peut être une des conséquences néfastes pour, en effet, nos produits. Le pire scénario du film Brexit pourrait voir chuter de 30% les ventes d'Armagnac en Angleterre. Certains importateurs ont négocié pour cette année un volume plus important d'Armagnac et des délais de paiement plus longs. Alors, qui a le plus à perdre au final? Les producteurs français, les producteurs anglais? Je pense que la partie qui va payer en dernier le prix de ces difficultés sera le consommateur. Principalement, si on parlait tout à l'heure d'Armagnac ou des vins, des spiritueux, on prévoit aujourd'hui, malgré le fait que le 13 mars a été annoncé une non-soumission à des droits de douane de ces boissons, on prévoit quand même une augmentation des droits d'accise. On a vu tout à l'heure dans votre reportage, et aussi on envisage une pénalisation des coûts de ces produits à des consommateurs finaux qui seraient impactés par la dépréciation du livre. Donc on va voir effectivement une augmentation au final du prix de ces produits. D'un côté sera supporté par le consommateur britannique et indirectement cela se répercutera sur les importations au Royaume-Uni, donc les producteurs français seront pénalisés forcément. Pour les entreprises néo-aquitaines qui exportent vers le Royaume-Uni, est-ce qu'on peut dire que c'est une année blanche? Parce que c'est difficile d'anticiper, d'imaginer un commerce particulier pour les prochains mois quand on ne connaît pas les modalités d'échange en fait. C'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On sait que dans ce milieu des vins, des spiritueux, les grands importateurs, ils ont déjà pris le parti de stocker davantage de la marchandise sur le territoire du Royaume-Uni pour effectivement être à l'écart de ces problématiques qui pourraient arriver vraiment au 30 mars jusqu'à maintenant ou le lendemain du Brexit, parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer concrètement et à 100%. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une incompréhension française aussi devant ces atermoiements des politiques britanniques en fait? Je pense qu'au-delà je ne suis pas sûre qu'on peut parler de l'incompréhension, mais je pense qu'on est sur une position d'attente. On attend une clarification de la position britannique pour savoir où on va. Dès qu'on saura où on va, on saura se préparer au mieux. Et puis, dans cette question du Brexit, il y a les conséquences sur les ressortissants anglais.
Un chiffre en Nouvelle-Aquitaine, ils sont 140 000 en France, 25% sont installés dans la région, 39 000 donc exactement. Et l'on constate depuis l'annonce d'un Brexit une hausse des demandes de titres de séjour. C'est le cas en Haute-Vienne. On regarde. Les chiffres fournis par la préfecture de Haute-Vienne sont éloquents. De 58 en 2017, les demandes de titres de séjour de citoyens britanniques sont passées à 850 en 2018. C'est 30 fois plus, une hausse spectaculaire. En France, le phénomène a débuté dès le vote pour le Brexit en 2016. Puis la tendance s'est accentuée au fil des mois avec les échecs successifs des négociations entre l'Europe et le Royaume-Uni, toujours dans l'impasse aujourd'hui. En janvier dernier, la France a pris des mesures afin de se préparer au scénario d'une sortie sans accord. En résumé, les ressortissants britanniques pourront continuer de résider en France sans titre de séjour pendant 1 an, ce qui leur laissera le temps d'entreprendre des démarches afin d'obtenir soit une carte de résident s'ils vivent en France depuis plus de 5 ans, soit l'un des autres titres prévus, mais dans des conditions allégées. À tout cela, un préalable important, la réciprocité. Ces mesures ne seront effectives que si les Britanniques accordent un traitement équivalent aux étrangers résidant au Royaume-Uni, une incertitude qui pourrait bien encourager de nouvelles demandes de titres de séjour. C'est un déchirement pour beaucoup d'Anglais de choisir entre leur pays natal et leur pays d'adoption, cette histoire de Brexit au final? Bien sûr, bien sûr. On espère qu'on n'arrivera pas là. Les deux parties essayent de proposer des solutions afin de maintenir finalement une liberté de circulation des ressortissants. C'est pour ça que le gouvernement français a proposé cette période transitoire de 12 mois pendant laquelle les ressortissants britanniques continueraient à avoir une liberté d'entrée et de séjour sur le territoire français. Simplement, et c'est assez naturel d'attendre en retour une réciprocité de ce traitement. Il faut savoir que le gouvernement britannique a annoncé ces mêmes intentions dans un document d'intention, mais qui n'est pas encore passé dans le droit positif. Et donc, on attend que ces propositions se concrétisent en passant dans le droit positif britannique. Alors, Nathalie Richardson, vous qui êtes juriste spécialisée dans cette réglementation internationale, quelle serait la meilleure porte de sortie, quelle serait la meilleure solution pour les entreprises de la Nouvelle-Aquitaine, en tout cas? En cas de Brexit, dans le cadre des réunions qu'on organise avec la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine, vous l'avez rappelé à juste titre tout à l'heure, donc on fait une tournée des réunions sur le Brexit sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. On est à 8 sessions sur ce sujet et ensemble avec nos partenaires, la douane, la directe, l'INPI, les conseillers de commerce extérieur de la France, la DRAF. On est parti dans la région pour préparer les entreprises. Notre première préconisation est d'anticiper et de commencer déjà à se préparer au pire scénario. On dit aux entreprises en espérant le meilleur. Ouais. Et quel serait le meilleur, justement? Une sortie avec accord? Je ne peux pas me prononcer aujourd'hui. Je pense que la meilleure solution ou le meilleur scénario serait de savoir au plus vite là où on va. Parce qu'à partir du moment où on sait où on va, eh bien, on peut se préparer, on peut mettre des choses en place. Cette situation est un peu difficile où on est encore dans l'expectative, donc les choses avancent à pas lents. Wait and see, comme on dit autrement. Autre sujet d'actualité, c'est plutôt dans l'air du temps, le retour à la démocratie participative. À Tarnos, dans les Landes, à l'initiative de la majorité municipale, ce dimanche, les électeurs seront appelés à voter lors d'une consultation citoyenne portant sur les orientations de la communauté de communes dont ils dépendent. Un vote plutôt inédit, on regarde. Ce dimanche, les 10 126 électeurs tarnosiens sont appelés aux urnes dans les 12 bureaux de vote de la commune. Ils auront à se prononcer sur le positionnement de leurs élus quant à la politique menée par la communauté de communes du Seignax, à laquelle appartient Tarnos. La municipalité tarnosienne estime y être insuffisamment représentée et mal servie par la politique communautaire. Je rappelle que Tarnos représente 46% des habitants du Seignax sur le plan démographique.
Tarnos représente 75% des recettes fiscales, des recettes économiques plus les recettes des ménages. Et depuis le début du mandat, c'est-à-dire depuis 2014, Tarnos n'a bénéficié que de 19% des investissements. Pour cette consultation citoyenne, la majorité municipale, communiste et socialiste, appelle à voter oui à la question portant sur l'exigence d'une rectification de la politique fiscale du Senyanx, notamment sur la taxe portant sur l'enlèvement des ordures ménagères. Une consultation jugée inutile, coûteuse et démagogique par l'opposition municipale qui appelle à l'abstention. L'enjeu va se situer plus dans la participation. Donc pour nous, c'est plutôt un gros coup de communication parce que finalement, la commune n'a pas le pouvoir de changer quoi que ce soit au niveau de la communauté de communes. Il y a quelques semaines, par courrier, la préfecture des Landes a fait savoir à la mairie de Tarnos que cette consultation était illégale et n'aurait aucune valeur juridique car elle porte sur des prérogatives communautaires hors des compétences de la commune de Tarnos. Alors, faire appel à la population et au référendum pour les grandes décisions, c'était et c'est toujours l'une des principales revendications des Gilets jaunes. À ce titre, les cahiers de doléances sont définitivement clos. Ainsi s'achèvent donc 2 mois de débat en Nouvelle-Aquitaine comme partout en France. Dans les communes qui ont recueilli la parole des citoyens, on espère que la démarche n'a pas été vaine. Exemple en Pays Basque. Renforcer le contrôle du travail au noir, renforcer le contrôle des aides de la CAF, renforcer le contrôle aux frontières. À Bidache comme ailleurs, les cahiers de doléances du grand débat national sont clos. Le maire souligne les inquiétudes des agriculteurs et des petites entreprises de son territoire. Côté contribution, 4 habitants sont venus écrire leur point de vue en mairie. Ça a tourné autour de 2 thèmes, principalement. Surtout le thème fiscal et pouvoir d'achat. Et après, il y a un thème un peu plus général, où il y a quelques personnes qui se sont lâchées et qui ont revendiqué les problématiques pas racistes, mais de haine même envers le président de la République. Les textes ont été transmis à la préfecture. Beaucoup de gens qui me disent que est-ce que ça va servir à quelque chose. Et j'espère qu'il y aura quand même quelques mesures concrètes qui vont ressortir de tous ces débats. À Bidart, les revendications ont été écrites sur ces grandes feuilles lors de 2 réunions publiques. Plus de 100 bidartards ont participé au débat. Les gens sont demandeurs de gouvernance locale. C'est-à-dire qu'on a bien senti, ça a été dit, c'est écrit d'ailleurs sur de nombreuses contributions que nous avons là et que nous avons mises en ligne, que c'est l'échelon communal qui est l'échelon de la responsabilité pour les gens. Le thème des transports en commun ou de la gare SNCF, toujours fermée, revient souvent. Les contributions sont ici consultables sur le site internet de la mairie. J'espère qu'on va prendre en compte un certain nombre de choses. On le sent dans certains discours tenus dans les médias. Maintenant, il va falloir passer des paroles aux actes. C'est souvent le plus difficile. La synthèse de toutes ces contributions sera réalisée au mois d'avril 2019. L'autre actualité importante de cette fin de semaine, eh bien, c'est cette marche pour le climat mondial est menée par des lycéens à travers le monde. Des dizaines de rassemblements ont eu lieu en France, dont Bordeaux. Vous le voyez, 4000 jeunes manifestants avaient fait le déplacement et je vous propose de découvrir cette séquence, peut-être choc entre différentes générations, des lycéens qui croisent le nouveau maire de Bordeaux, Nicolas Florian, sans le reconnaître. C'est dommage, il n'y a pas de nouveau maire qui est venu. C'est moi le nouveau maire. Ah, Nicolas Florian. Je ne vais pas défiler avec vous, je suis content que vous le fassiez. Mais voilà, les jeunes avec les jeunes. Bon, c'est bien, il y a tous les agents qui sont là, Madame Grésillon. Oui. On représente bien la jeunesse d'aujourd'hui et on veut militer pour de nouveaux droits. Poser une question polémique. Allez-y. Bah oui, alors, une question. Nous, là, on fait quelque chose pour le climat, entre guillemets. Et les réformes, là, qu'est-ce qu'on va être? Alors, peut-être pas au prochain conseil municipal, mais dans les semaines qui viennent, on va annoncer un plan sur le défi climatique. Par exemple, on veut réserver des places pour le covoiturage, et que le covoiturage. On va travailler sur la végétalisation des toitures. On va travailler, faire des propositions sur le tri des déchets, sur la récupération des eaux pluviales, développer le transport collectif. Enfin, voilà. Donc il y a tout un plan qui est déjà porté par Anne, et on va essayer d'aller plus loin sur ces sujets-là. Voilà. Et parallèlement, des actions pour l'environnement sont menées dans les entreprises de Nouvelle-Aquitaine. Exemple, dans un supermarché à Laguenne en Corrèze, où tout est mis en œuvre pour limiter les déchets. Dans quelques jours, cette quiche aura atteint sa date limite de consommation. Alors pour lui donner toutes les chances d'être vendue, elle est affichée à moins 50%. À un moment, si vous n'enlevez pas les dates les plus courtes, les dates les plus longues se vendent et les dates les plus courtes ne se vendent pas. Donc au final, vous les périmez et vous les jetez.
Donc autant faire un prix réduit. Nous on retrouve, on va dire, une partie du prix d'origine du produit et le client bénéficie d'une remise pour une consommation au plus rapide. Dans son magasin, Jean-Yves ne supporte pas de gaspiller. Depuis mars 2016, la loi Garot interdit aux supermarchés de jeter des denrées encore consommables. Lui n'a pas attendu cette loi pour agir, il le fait depuis toujours et rares sont les produits qu'il ne parvient pas à recycler. Ceux-ci, par exemple abîmés, sont invendables, ils partent à la méthanisation. C'est important parce que d'une part, ça évite d'avoir un traitement de déchets qui ne produit rien, qui est inerte. Et puis ensuite, on réduit la trace de tous ces déchets, puisque au final, ça se transforme en gaz, ça va se transformer en matière organique qui elles-mêmes vont être réutilisées. Donc oui, pour moi, c'est important. Ouais. Et qu'en est-il des produits dont la date limite de consommation est atteinte? Eh bien, ils sont confiés à cette entreprise qui les distribue ensuite à des associations. Un transfert de responsabilité a alors lieu et la manœuvre ne coûte finalement pas plus cher que de tout jeter. Si ces déchets-là n'étaient pas traités par commerciaux, on les mettrait dans une benne qui nous coûterait 95 € la tonne de déchets, alors que là, on a un coût de la prestation qui est d'environ 1 500 € par mois. Donc au final, on va dire qu'il y a une opération qui est neutre pour la gestion du magasin. Et en plus, ça permet effectivement de donner et d'avoir la satisfaction que ces produits-là soient consommés et pas jetés. Grâce à cette organisation, Jean-Yves a permis la distribution de 26 748 repas en 6 mois. Il a aussi divisé par 2 le nombre de ses déchets, 45 tonnes au lieu de 90 l'an passé. Reste à trouver une solution pour le polystyrène et les plastiques recyclables, les seuls à toujours hanter ces bennes. Autre sujet, cette fraude à grande échelle, cela se passe du côté de Poitiers, la revente de cours. Elle touche l'université de la ville qui a décidé donc de réagir. On regarde. Là, c'est le mail qu'on a reçu par la présidence de l'université qui nous dit que il prohibe un peu la pratique qui est faite de vendre les cours et avec les noms des plateformes où on peut trouver les cours. Des cours vendus illégalement par des étudiants. L'université s'en aperçoit il y a quelques semaines et se penche sur ces plateformes. Elle découvre alors des milliers de pages en accès libre comme sur ce site. Des notes très complètes avec schémas, photos. Elle concernerait quasiment toutes les filières. Ce qui se passe, c'est que du coup, les étudiants sont payés pour... on leur rachète leurs cours et après, ils sont redistribués gratuitement aux autres étudiants. Donc, quand on va sur la plateforme, on n'a pas du tout besoin de s'inscrire ou quoi. On peut vraiment retirer les cours comme on veut. Ce qui se passe, je pense que c'est qu'il y a de moins en moins d'étudiants qui vont aller en cours parce qu'ils vont se dire c'est super facile de récupérer le cours sur Internet. Même scénario du côté de la faculté de médecine. Des cours qui s'échangent sous le manteau, le phénomène n'est pas nouveau, mais cette fois-ci, 4 étudiants ont été clairement identifiés. Revendre leur note personnelle, c'est leur propriété, ils font ce qu'ils en veulent. En revanche, les étudiants n'ont pas le droit de revendre ce qui ne leur appartient pas, c'est-à-dire en l'occurrence les possibilités des profs, les chapitres de livres, etc. La revente de ces cours, c'est un délit, donc c'est de la contrefaçon et c'est surtout une atteinte à l'intégrité intellectuelle des enseignants-chercheurs qui produisent ces cours. Donc c'est la raison pour laquelle, dans une démarche qui reste de prévention, l'établissement a choisi d'alerter la communauté universitaire dans son ensemble. Depuis quelques jours, monamphi.com, une de ces plateformes, n'est plus accessible. Aucune plainte n'a pour le moment été déposée, mais l'université ne veut pas laisser passer la fraude. Tous les cours vendus en ligne seront recensés. Cette image, à présent inquiétante, de nappes de fioul dérivant au large des côtes de la Gironde et de la Charente-Maritime. 2 nappes d'hydrocarbures qui dérivent après le naufrage du navire italien Grande America début de semaine. Ces nappes menacent donc les côtes de Gironde et de Charente-Maritime, 2 départements placés en préalerte pour anticiper tout risque de pollution. Natalia Richardson, vous êtes juriste, donc je le rappelle, spécialisée dans la réglementation internationale. Ce n'est pas la première fois que les côtes d'Aquitaine sont menacées par une marée noire. Comment doivent réagir les entreprises si elles sont atteintes par cette pollution ? Alors, nous attendons de voir d'abord où est-ce que cette nappe elle va toucher la côte aquitaine. Ensuite, une enquête aura lieu et bien entendu, il va falloir voir quels seront les dommages et quelles seront les procédures à engager suivant où ça arrive et quels sont les dommages concrets
que ça va générer. Mais des recours sont possibles. Des recours sont possibles, bien entendu. Après, derrière, il y a une question d'assurance. L'assurance d'armateur, il va falloir voir comment elle est organisée. Et bien entendu, des recours seront possibles. On reste en bord de mer, puisqu'un forum des métiers de la mer était organisé cette semaine à Biganos, la Nouvelle-Aquitaine, avec son immense littoral, 970 km de long, ne manque pas de travail, mais plutôt de main-d'œuvre. On regarde. Pas un bateau sur l'eau. Sur le bassin d'Arcachon, l'hiver, c'est à terre que se déroule l'entretien et la maintenance des embarcations. Comme dans cette société de Lège-Cap-Ferré. Ici, ils sont 16 mécaniciens, électriciens, stratifieurs ou encore charpentiers. Et le travail ne manque pas. On recrute tout le temps parce que c'est difficile. Un jeune n'imagine pas forcément de l'extérieur quel plaisir ça peut être de travailler de ses mains. Quand il ne l'a pas vu et quand il n'a pas cette satisfaction lui-même d'une journée réussie. Des difficultés de recrutement partagées par plusieurs secteurs de la filière marine, présents aujourd'hui à Biganos pour faire découvrir leurs offres d'emploi. J'ai plusieurs types de postes à pourvoir. Le premier type, c'est donc emballeur, préparateur de commandes. J'ai un deuxième poste de poissonnier, où là, il faut préparer les poissons, par exemple, en filet. Donc ça demande une qualification et un réel savoir-faire. J'ai également un poste de livreur à pourvoir et un poste de vendeur. Dans la salle, une cinquantaine de personnes sélectionnées par Pôle emploi qui veut faire découvrir ces filières et leur formation. Ce sont des métiers à entrée relativement rapide, soit avec une immersion, c'est le cas de le dire, simplement dans les métiers de la mer, soit avec des filières de formation courtes, que ce soit dans la maintenance ou dans la construction, où on a des parcours de formation de quelques mois, que ce soit sur la formation dans le domaine de la poissonnerie, où on a aussi des structures de formation continue. Les métiers de la mer sont en plein développement. L'an dernier, en Nouvelle-Aquitaine, ils ont permis 8450 recrutements, en hausse de 3%. Prévenir les personnes allergiques avant l'arrivée du pollen. C'est l'idée du pollinarium, vaste jardin de plantes allergènes. Alors comment cela fonctionne? C'est un sujet que vous pouvez retrouver sur vos téléphones portables. C'est donc l'instant web. On se met devant l'ordinateur pour vous expliquer? Oui, ouais, c'est pas mieux. C'est l'ouverture de la fleur. D'accord. On a démarré le premier. On observe, on le note sur le carnet, après on vient sur internet, entre 10h et 14h, et on déclare l'arbre que le pollen sort. Et après, je valide. Souvent, les traitements, on est un peu déçus parce que ça ne marche pas trop bien, notamment les antihistaminiques, parce que justement, on a trop attendu pour les prendre. Donc on a tout intérêt à les prendre préventivement et ne pas attendre d'avoir les symptômes pour prendre le traitement. Moi, ça m'a toujours impressionné. Et puis on avait envie de terminer cette émission par une image de sport olympique, puisque l'on l'a appris il y a quelques jours, le breakdance sera discipline olympique au JO de Paris en 2024. Branche du hip-hop, cette pratique connaît un vrai succès auprès des jeunes, notamment en Haute-Vienne, où certains font partie des meilleurs mondiaux. Natalia Richardson, un avis sur le breakdance? Vous êtes... J'aimerais bien danser de la même manière, mais je ne suis pas à ce niveau. Cette demi-heure, en tout cas, d'actualité en Nouvelle-Aquitaine se termine. Natalia Richardson, merci de nous avoir accompagnés. Je rappelle donc que vous êtes juriste spécialisée dans la réglementation internationale à la CCI de Bordeaux. C'est une tradition dans cette émission. Quelle image vous retiendrez de cette actualité en Nouvelle-Aquitaine? Peut-être Theresa May, peut-être à la Chambre des communes? Je pense que cette actualité, cette semaine, elle est très très riche. Je pense que c'est une vraie richesse de pouvoir la suivre. Et bien entendu, nous, CCI International Nouvelle-Aquitaine, nous sommes toujours à côté des entreprises pour pouvoir les accompagner dans cette démarche. Et j'imagine que cette période est passionnante pour la juriste que vous êtes. Merci en tout cas. Entendu. Merci à vous pour votre invitation. De nous avoir accompagnés pendant cette demi-heure. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine sur NOA pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. Très belle semaine à vous.